Alors, je vous propose, on va commencer parce que c'est toujours bien d'être à l'heure pour les personnes qui, elles, étaient là à l'heure pour voir en avance. Donc, je m'appelle Mélodie Armoin et j'ai la joie aujourd'hui d'avoir avec moi 3 invités que vous pouvez deviner derrière moi. Évidemment, elles pourront vous prendre après, vous les verrez de plus près pour échanger. Je vais vous les présenter rapidement. Avant qu'elles ne prennent la parole, elles le feront probablement beaucoup mieux. Donc, j'ai Pascal, voilà. Pascal, que vous apercevez, voilà. Pascal Richard, qui est directrice du business développement chez Dynamic Workplace, qui est une société qui aide les investisseurs et les utilisateurs à évoluer vers un immobilier flexible, digital, serviciel, dont la qualité d'exploitation sera la nouvelle clé de voûte. Elle nous en dira un peu plus, ça fait un peu teasing, dit comme ça. Vous avez Marie, j'essaie de voilà. C'est ça quand on a des effets spéciaux. Donc Marie Durand-Yamamoto, qui est une consultante indépendante en design et stratégie pour les environnements de travail et qui est spécialisée dans la dimension narrative des espaces. Ce sera l'espace ou les espaces, nous en parlerons. Et hop, de l'autre côté, je me tourne de ce côté-là, nous avons Alinatia, qui a fondé Bonnie & Smile, qui est un centre d'affaires mixte, mais qui est animé par des femmes et qui est aussi un laboratoire d'expérimentation de la diversité au travail. Donc Aline, qui dirige d'ailleurs également un cabinet d'études prospectives, UB Trends, et qui est spécialisé sur l'évolution des enjeux urbains et du travail au sens large. Et ça lui permet justement d'interroger des populations très différentes. Et au passage, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Aline qui nous accueille aujourd'hui chez Bonnie & Smile. Donc, avec toute la technique. Merci Aline. De mon côté, je vais me présenter rapidement, c'est pas ce que je vais faire, mais bon, j'ai plusieurs casquettes que je vais résumer par faire de la neurodiversité un atout en entreprise. Je suis fondatrice de Braining Out, qui est un cabinet de conseil de neurodiversité en entreprise. J'ai créé le podcast Les Atypiques du cerveau, co-créé le collectif des réseaux de diversité cognitive au travail, et je suis également créatrice des Atypiques, un réseau de diversité cognitive au sein d'Orange, et je fais partie d'ailleurs de l'équipe du programme Neuroteam, qui est un programme de diversité cognitive du groupe Orange. Voilà, sinon à titre plus personnel, parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas, j'ai un haut potentiel intellectuel et une hypersensibilité, et ça a beaucoup joué sur les environnements de travail. Pour vous donner une petite anecdote avant de commencer, pendant longtemps, mes collègues ont trouvé assez drôle le fait que mon ordinateur était toujours sur une luminosité très basse, avec un écran en plus par-dessus, et quand j'avais réussi à trouver la personne de la logistique pour éteindre le néon juste au-dessus de mon ordinateur, donc ça les a fait sourire, voire ça les a fait rire. Pourtant, pour moi, c'est parce que c'était intolérable d'être en open space avec ça au-dessus. Et bon, je vous parlerai peut-être une autre fois du moment où on a vu que dans mon casque, je n'écoutais pas du hip-hop ou autre, mais un bruit blanc. Je laisserai les personnes qui ne connaissent pas aller regarder ce que c'est, mais bon, tout ça pour vous dire que la question vraiment des environnements de travail et je me sens moins seule pour les néons, merci. C'est quelque chose, on est d'accord, souvent on a tous et toutes des demandes sur les environnements de travail, c'est pas toujours agréable. La différence, on va le voir aujourd'hui, entre des envies ou certains besoins par rapport notamment à l'open space, mais pas que, c'est que quand on parle de neurodiversité, on parle de nécessité. Et c'est ça qui fait la différence sur ces questions d'environnement de travail, et on va dérouler tout ça ensemble, notamment sur les questions aussi, je le disais, des stéréotypes et de la diversité au sens large. Alors, avant d'aller sur tout ça, et de quoi on parle? Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont venus parce qu'ils connaissent ou elles connaissent très bien le sujet de la neurodiversité, d'autres pour les environnements de travail. Donc, la neurodiversité, alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours, surtout que je sais qu'il y a des personnes qui étaient déjà là au webinaire de lundi. Donc, je vais juste vous donner quelques éléments essentiels et clés de compréhension. Donc, le terme neurodiversité, il est finalement assez récent. On parle de la fin des années 90. Au départ, il est né d'un mouvement revendicatif aux États-Unis des personnes avec autisme, et il a été rejoint ensuite par toutes les différences, toutes les diversités neurologiques, dont par exemple la démence, la schizophrénie, le syndrome Gilles de la Tourette, etc., l'autisme avec déficience également. Donc en résumé, ça s'adressait à toute la gamme des troubles, plus ou moins marqués, qui affectent le fonctionnement du cerveau. Ensuite, parce que vous nous verrez utiliser peut-être l'une ou l'autre
mentions. Il y a la diversité cognitive qui est née. Alors ça, c'est un terme qui n'est pas dans la revendication, qui est dans l'inclusion, dans l'accompagnement des personnes sans soucis cognitifs, et c'est là la différence, au sein du sujet global de la diversité. Donc c'est une partie de la neurodiversité. On parle de haut potentiel intellectuel, de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, anciennement Asperger, et hypersensibilité. Au global, il faut retenir qu'on parle d'à peu près 20% de la population. Les études varient, mais une personne sur 5 environ. Je vous laisse faire le calcul, par exemple, dans cette salle virtuelle, combien de personnes, bon, il y en a probablement plus aujourd'hui, mais en moyenne, pourraient être concernées. Ce terme de neurodiversité, il a évolué, et maintenant, il parle plutôt de tout type de mode de fonctionnement cérébral. On parle plutôt de diversité des cognitions. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer les variations naturelles du cerveau comme des pathologies, et ce terme-là, il est très important, le nouveau paradigme de la neurodiversité va accueillir et faciliter des talents de toutes les personnes qui peuvent penser différemment de ce qu'on va appeler la norme. Une fois qu'on a dit tout ça, comment, si on revient à notre sujet, les concepteurs et les stratèges des lieux et environnements de travail peuvent aider sur ce sujet-là, et c'est quoi le rapport? Tout d'abord, pour pouvoir créer des meilleurs environnements de travail pour tous et toutes, il faut d'abord comprendre ces différences et savoir qu'il y a souvent des talents, évidemment, qui sont liés. Il y a aussi parfois des gènes qui peuvent être liés. En tout cas, au niveau des entreprises, c'est mal compris, mal connu, voire peu connu. Après, on pourrait faire la différence entre la France et d'autres pays. La France est pour le moment en retard. Au global, il faut quand même savoir que 79% des personnes avec dyslexie le cachent à leur employeur, que 80% des personnes avec autisme, des adultes avec autisme, malgré leur potentiel, sont sans emploi. De l'autre côté, on sait que 90% des managers pensent que la diversité cognitive est bénéfique pour leur entreprise. Donc le sujet commence à percer. Mais à l'inverse, 96% des employés neurodivers souhaitent que leur entreprise en fasse plus. Donc on sait que c'est important, mais pour le moment, on n'en fait pas plus. Et la neurodiversité, elle est ignorée par 7 employeurs sur 10. Et il y a très très peu d'ajustements raisonnables qui sont faits, sauf quand on parle de handicap, de RQTH, donc de reconnaissance handicap, alors que tous les profils pourraient bénéficier de certains changements, certaines améliorations. Et ça, on le sait, dès qu'on a une équipe qui est diversifiée, quel que soit le type de diversification, on va avoir une entreprise qui va tendre dans ses pratiques vers une recherche d'homogénéité culturelle pour assurer ce qu'on va appeler le fit employé-organisation. Donc la similarité, la norme, c'est un facteur très important en entreprise, ça je ne vous apprends rien, mais au niveau des environnements de travail. Et donc tout ça va porter à cette forme de discrimination de personnes différentes et de la neurodiversité. Et certaines études prétendent que la faible proportion d'employés atypiques, neurodivers, est principalement due au fait que les entreprises n'ont pas les outils adaptés, ne se posent pas les bonnes questions, et que l'intégration de la neurodiversité est peu documentée. Vous l'aurez compris, c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Alors la première question par rapport à tout ça, c'est je vous ai parlé de normes, je vous ai parlé de stéréotypes. Comment est-ce qu'on peut accueillir, quand on a des environnements de travail qui sont si normés, si stéréotypés? Et là, je vais laisser la parole à Adeline, qui va nous faire part de son expérience et nous dire qu'est-ce que ça implique pour les entreprises. Alors, merci Mélodie. Donc, évidemment, non seulement l'environnement de travail est normé, mais les postures aussi. Et moi, je vais surtout insister là-dessus. Et il n'y a rien de plus normé aujourd'hui qu'un espace de coworking. Donc, je vais vous étonner par ça, mais aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des espaces de travail ont été relookés depuis une dizaine d'années et que, par conséquent, ils sont de plus en plus standardisés, instagrammables, un peu comme des appartements dans les annonces Airbnb. Alors, ça va avec une cool attitude. La cool attitude d'un espace de coworking peut être très intimidante pour quelqu'un qui ne connaît pas. D'accord ? Donc, en fait, nous, ici, chez Bonnie & Smile, on a une attention particulière à inclure les résidents et les visiteurs parce que c'est un vrai métier et je le découvre tous les jours. C'est non seulement un métier, mais une mission très forte. Donc, accueillir la diversité des métiers, des cultures et des générations.
Donc là, vraiment, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir créé des personas avant d'imaginer Bonnie & Smile dans la co-création du projet et d'avoir aujourd'hui les vraies personnes qui correspondent aux personas et qui sont encore bien plus intéressantes, bien sûr, que les personas. Et ça nous permet aussi de définir des profils. Donc les générations ont beaucoup de choses à voir là-dedans, d'ailleurs. Donc chacun a un rapport différent au corps social, au travail, bien sûr, mais aussi avec des besoins d'intimité, de sécurité, qui sont accrus aujourd'hui par des individus qui sont, il faut le reconnaître, de plus en plus stressés et de plus en plus insécurisés aussi face à la pandémie. Donc pour moi, le vrai sujet ici de la neurodiversité, c'est aussi le sujet de la fragilité. Donc les stéréotypes, ils sont toujours liés à une différence mal vécue, que ce soit le poids, le genre, l'âge, le bégaiement, la ménopause, l'hypertimidité, et j'en passe, il y en a des tonnes. Mais aussi, même, alors je sais que Mélodie, on ne va pas parler de pathologie ici, mais même les maladies chroniques avec lesquelles on peut travailler sont des fragilités qui existent dans l'espace de travail. Avoir un Crohn, avoir une sclérose en plaques, ça ne veut pas dire être en arrêt de travail. Donc il faut aussi pouvoir avoir une attention à ces personnes. Donc moi, j'ai été toujours frappée de voir que les gens se confient assez facilement sur leurs soucis relationnels ou leurs souffrances au travail en privé. Lorsque la personne qui interviewe, donc nous, hommes et femmes d'études, on est bien placés pour le faire parce qu'en fait, on est un peu des psys improvisés pour recueillir la souffrance des personnes au travail. Et donc, en particulier, comme elle ne fait pas partie de l'entreprise. Donc nous, évidemment, dans un centre d'affaires, on est amené à être, on est quand même des tiers. Donc j'ai découvert aussi dans les centres de coworking concurrents dans lesquels j'étais moi-même avant de créer Bonnie & Smile, et c'est là que j'ai vraiment rencontré des cas concrets d'inadaptation des environnements de travail à la diversité des profils. Et c'est ça qui m'a vraiment alertée et dit tiens, il se passe un truc là. Donc j'ai décidé tout simplement un jour où je m'embêtais de dire bah, tiens, je vais aller rencontrer des gens, a priori je n'irai pas vers eux, des gens très timides, et leur demander s'ils étaient bien ou pas dans leur espace. Et majoritairement non. Mais ils étaient là quand même parce qu'ils se forçaient. Ils se disaient bon, il faut que je sois là, je n'ai pas d'autre choix que d'être dans un espace de coworking. Alors ce n'est pas forcément agréable pour les introvertis qui sont mal compris, mal perçus, qui se sentent exclus. Mais le paradoxe, c'est comme ça que moi j'ai rencontré mon premier investisseur qui était un introverti, complètement invétéré, pardon. C'est trop drôle. Et en fait, j'ai découvert aussi que c'était un zèbre. Donc en fait, moi, j'ai un business angel zèbre, c'est vous dire. Donc ça, c'est vraiment, c'était une expérience très, très originale. Mais bon, en dehors de la joke, à force d'observer, interviewer ces personnes, j'ai compris qu'il y avait un créneau à prendre pour proposer des espaces de travail accueillants. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'accueil, c'est extrêmement large. Je pense que Pascal va en parler tout à l'heure. Et inclusif dans leur façon d'aborder les besoins et les usages qui ne sont pas forcément définis a priori. Donc des personas aux personnes, des personnes au profil, c'est comme ça qu'on a construit l'offre Bonnie & Smile. Donc dès le départ, il s'agit quand même de comprendre les perceptions des gens. Donc les perceptions, c'est aussi celui qui vit cette stigmatisation, et des représentations, celui qui se moque, qui interprète mal et qui en déduit des choses. Lui, il est dans le système des représentations. Et donc, forcément, on comprend que les gens, on leur apprend même à l'école à mettre les personnes dans des cases très tôt, et que ça reste. Et que finalement, le monde du travail n'est pas forcément responsable de ça, c'est hérité. Donc, au sens propre et au sens figuré. Donc, c'est ça les stéréotypes, ce sont des cases. De l'intérêt de lutter en amont contre les stéréotypes, en osant en parler, évidemment, même si c'est difficile. Donc, rien que la diversité des situations de vie est très rarement parlée en dehors de la sphère privée. Donc, il y a des normes, plein de cas, mais rien que le divorce ou la mort sont des tabous sociaux incroyables. On n'en parle pas, et dans l'entreprise, ça reste des chuchotements, quoi. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient témoigner sur la place de la mort dans l'environnement de travail et voilà. Donc ça, voilà, pour l'instant, c'était ma réponse à la première question. Merci Adeline. Alors justement, Marie, quand on parle de mettre des gens dans des cases, quand on parle de stéréotypes, est-ce que les environnements de travail, on va se le dire, ça a toujours plus ou moins fonctionné comme ça Oui, voilà, en fait, moi, quand j'ai vu la question, je me suis interrogée sur... On a tendance à dire c'est normé, etc. Tu dis aussi que... le masque. Ouais, on t'entend pas bien. Excusez-moi. Donc c'est vrai que la première impression qu'on a, c'est de se dire que c'est normé, mais je me suis intéressée un petit peu au pourquoi, en fait, c'est normé aujourd'hui, les espaces de travail. C'est vrai que dans l'histoire, forcément, il y a
une influence très forte du Fordisme, du Taylorisme, qui a tout de suite mis une espèce de standardisation du monde du travail. Donc d'accord, ça part de l'industrie, mais on a cherché à standardiser les produits pour pouvoir standardiser les actions que l'on fait et ensuite forcément standardiser les postes de travail pour pouvoir interchanger en fait aussi les ressources humaines que l'on a en fonction des besoins. Et le tertiaire, finalement, en fait, c'est juste un découlement de cette standardisation avec le modèle des cubicles, on le voit souvent dans les séries, etc. On a chacun à sa petite case, justement. Et donc, l'open space qu'on a aujourd'hui, l'open space classique, c'est aussi, en fait, simplement la suite naturelle, en fait, de ce modèle-là. Et je trouve qu'en fait, au-delà des normalisations, en fait, c'est une traduction spatiale de l'idée de performance que l'on a. La performance qui est une performance à la chaîne, d'optimisation des espaces, d'optimisation des ressources, qui vise en fait à gommer les individualités pour ne mettre en valeur que la montée hiérarchique, c'est-à-dire dans l'espace, on a plus de mètres carrés, plus d'espace, plus de fenêtres, plus on monte dans les strates. Et donc ça, c'est un héritage finalement qui est très très lourd, qu'on garde encore en fait finalement, et qui est difficile à mettre dans les oubliettes, comme c'est difficile de mettre dans les oubliettes les stéréotypes. Et pour moi, du coup, je lis, toi tu le lis à la fragilité, moi je lis le sujet à la complexité. Finalement, on est en train d'embrasser, on se rend compte qu'il y a une complexité de plus en plus grandissante dans nos métiers, dans nos secteurs, dans la notion de performance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une performance aujourd'hui? Et avec la neurodiversité, pour moi, c'est la complexité ultime, parce que c'est la complexité du cerveau. Et de se dire que voilà, aujourd'hui, l'entreprise, elle va devoir aller sur les sciences relationnelles, sur les profils émotionnels, pour justement valoriser en fait toute cette complexité. Et donc, l'environnement de travail doit aussi dealer maintenant avec ça. Et assumer enfin en fait toute la dimension émotionnelle de l'architecture et de l'aménagement d'intérieur. Là, je passe la main à Pascal qui va nous parler de cette dimension émotionnelle. Juste au passage, j'en profite parce que dans le chat, je vois qu'on parle beaucoup de l'environnement de travail, du rapport à l'espace. Et qu'en est-il du rapport au temps, au rythme, en tenant compte de la neurodiversité? On va évoquer également tout ça. Et merci Sophie pour les exemples des musées en Angleterre, des grandes surfaces, notamment Carrefour dernièrement en France, qui ont mis en place des quiet hours. Alors, est-ce que, donc, en France, on a eu Carrefour. Après, en effet, on va aussi parler de tous ces exemples-là. Après, il faudra bien faire la différence aussi parfois entre ce qui peut relever de marketing ou de quelques intentions pour en faire parler et de véritablement changer les paradigmes. On parlera tout à l'heure des différences de paradigmes et du rôle nouveau autour de tout ça sur ces environnements de travail. Il y a tellement de choses à dire, on est bien d'accord. C'est sûr que l'environnement de travail a un vrai impact, en tout cas, sur notre part émotionnelle, que ça soit sur nos comportements, sur notre charge mentale, sur le stress que ça peut générer, et puis aussi pour conditionner nos interactions sociales, ou au contraire, les dissuader. Tu parlais de l'accueil tout à l'heure, et effectivement, je vais redévelopper ce point. En tout cas, quand on regarde la globalité des espaces de travail, que ce soit des espaces de coworking ou dans l'entreprise, souvent, malheureusement, on est sur, je vous rejoins totalement, bien sûr. Combien de fois on a vu la même salle reproduite, la même salle de réunion reproduite à chaque étage, dans la même forme? Allez, on est des fous, on va changer la couleur, waouh, on va changer la couleur du siège, c'est la folie, quoi. Mais à un moment donné, on est bien d'accord que la forme va agir également sur nos comportements. Quand on est sur une table ronde, on n'a pas du tout le même comportement, on va se regarder les yeux dans les yeux, etc. On va inciter donc à agir d'une manière différente. Donc l'espace de travail va conditionner nos comportements. Et tu parlais tout à l'heure de performance, et on peut aussi parler de non-performance. Eh bien, il y a des lieux qui, en fonction de notre neurodiversité, parce qu'on est tous différents, vont conditionner un comportement qui sera
contre-performant. On parle de la théorie d'Aroussal, hein, c'est-à-dire on a tous un niveau d'excitation, de nervosité qui est différent. Tu parlais d'introverti. Effectivement, quand tu es introverti, tu as tendance à avoir besoin de calme parce que ton taux de nervosité est assez élevé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans cet environnement et souvent, les espaces de coworking sont conditionnés pour les extravertis, hein, mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir abaisser cette charge mentale et cette inquiétude qui est chez les introvertis. Donc souvent, on va dire « Ah, on va créer une salle silence ». Ce n'est pas parce qu'on a décrété que cette salle silence existait qu'elle va exister. Alors souvent, on va vous mettre une... Là, j'ai vu qu'il y avait Pauline, une de mes collègues qui est là. Je suis arrivée, par exemple, un des premiers jours, quand j'ai intégré Dynamic Workplace, on a été au Wojo, sur les Champs-Élysées, et ils ont une salle silence qu'ils ont appelée salle silence, hein. Tout le monde dit que c'est la salle silence. Alors les couleurs ne correspondent pas du tout à ce que ça peut évoquer émotionnellement. On est sur du rouge, salle silence rouge, ok. Et puis elle est positionnée également juste à côté d'un espace qui est fait pour faire du bruit, puisque c'est l'espace barista, etc. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et on parle souvent d'espace socio-fugal. Donc comment créer cet espace socio-fugal? Comment créer spontanément, quand vous arrivez dans cette salle, c'est pas la peine de lire salle silence, on le voit bien, il y a les bibliothèques, hein, quand on rentre dans un espace bibliothèque, ça évoque forcément quelque chose pour vous. C'est-à-dire qu'on peut conditionner l'espace pour créer cette salle silence. C'est-à-dire en agissant sur le sol, sur la moquette plus épaisse, en agissant sur la couleur des murs, en agissant sur la lumière dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on va toucher, et on en reviendra dessus, hein, également aux 5 sens, qui vont effectivement stimuler cet espace socio-fugal. En tout cas, l'espace doit par lui-même, pour tous et pour toutes les neurodiversités, renvoyer au code de ce socio-fugal pour cette salle silence, et à l'inverse, envoyer des codes visibles et entendables par tous quand on veut du socio-pétal, c'est-à-dire au contraire de l'interaction sociale. Donc, en tout cas, l'environnement de travail peut jouer un rôle aussi apaisant face au stress. En effet, notre niveau de stress modifie notre comportement, introverti, extraverti, hypersensible, autiste, même si nous sommes tous différents. Réduire sa charge mentale et son niveau de stress, c'est par exemple en nous offrant les réponses à nos interrogations, questionnements, quand on arrive dans une salle. Tiens, où est-ce que je vais déjà, ne serait-ce que trouver la salle? Où est-ce qu'elle est? Combien de places il va y avoir? Est-ce que j'aurai un tableau blanc pour pouvoir écrire et brainstormer? Est-ce que j'aurai du catering? Est-ce que c'est une prise HDMI ou est-ce que c'est un click and share? Enfin, toutes ces questions qui peuvent rajouter du stress. On est là, effectivement, détendu entre personnes qui nous aimons beaucoup et avec lesquelles nous avons beaucoup de liens. Mais sachez que ce matin, effectivement, tout autour de cette table, on avait une part de stress. S'il n'y avait pas eu une répétition, etc., ça aurait engendré sans doute une non-fluidité dans notre discours. Ça, c'est évident. Donc, en tout cas, comment ça fonctionne? Effectivement, on vient de le dire. Eh bien, il y a bien une chose, en tout cas, dont on a tous besoin, c'est d'alléger notre charge mentale. Et chez Dynamic Workplace, on a fait en octobre dernier une étude et on s'est aperçu qu'avant la pandémie et après la pandémie, notre charge mentale a été multipliée par 2. Donc, vous comprenez bien que l'environnement de travail doit avoir vraiment un impact pour réduire également cette charge mentale. Merci Pascal. Et alors, multiplié par... J'enlève... Je remets. Donc, multiplié par 2, ça fait 60%. 60%, c'est ouais. Ça, descendé. Ouais. C'est énorme. Hein. Pas besoin d'argumenter là-dessus. Une fois qu'on a dit tout ça, dit que les environnements de travail sont normés, voire stéréotypés, que ce n'est pas nouveau, qu'est-ce qu'on en fait? Et quels ajustements, surtout, et je sais que ça a été posé aussi dans le chat, quels ajustements peuvent être faits par les entreprises pour mieux inclure? Et comment faire aussi pour satisfaire toutes ces diversités? Alors, on a parlé de diversité, de neurodiversité, parce que c'est important aussi de s'inspirer d'autres types de diversité, parce qu'il y en a qui ont déjà été pris en considération, plus ou moins, par les entreprises.
et comment justement on satisfait ces diversités, que ce soit des besoins, des comportements, des usages. Et alors je crois que justement on parlait d'exemples dans d'autres pays, des choses inspirantes. Adeline, tu as des choses à nous partager là-dessus. Merci. Oui, il y a des initiatives très concrètes dans certains pays qui sont en avance sur ces sujets, mais à la fois côté prévention et côté action à mettre en place. Mais déjà, juste la posture simplement faire l'analogie avec certaines minorités en fragilité, c'est on peut le faire tous à n'importe quel moment. Et moi, j'ai beaucoup étudié les femmes et l'espace public, les femmes dans l'espace public, et il y a beaucoup d'analogies dès qu'on se met à la place d'eux pour comprendre. C'est vie ma vie, jouer des rôles. Donc, par exemple, il est illusoire de penser qu'on est égal devant l'insécurité des sous-sols la nuit, hommes et femmes, devant montrer ses seins lors d'un allaitement au travail ou montrer son torse nu lors d'un déménagement pour un homme. C'est pas du tout la même perception, d'accord? Et rien qu'en comprenant ça, on avance. Et de même qu'aujourd'hui en gériatrie, dans tous les soins pour les personnes âgées, on met des costumes avec des poids pour faire comprendre aux gens combien ça pèse d'être âgé et de faire un effort. Donc je pense que ça, c'est vraiment des initiatives qui existent en dehors du monde du tertiaire. Et donc, je vais vous donner 3 exemples de solutions très différentes. Donc, d'abord, une solution qui vise à préserver l'intimité d'une consultation dans un espace public, au sens de l'entreprise, donc encore une fois, pas forcément tertiaire, vous allez le voir, et 2 autres exemples de pratiques qui sont liés au jeu, au gaming. Alors là, je vais mettre un fond d'écran différent, vous allez voir, pour vous montrer. Alors, par exemple, tu fais ça juste pour informer les personnes, parce qu'on a mis une logistique en place quand même super. Attention, là, on est dans le futur. Voilà, vous nous voyez toutes les 3. On a Adeline qui est avec nous, mais voilà, qui est sur un autre écran. Donc, si vous nous regardez, vous dites, mais où est Adeline sur l'image où les gens parlent? Non, non, elle est avec nous, mais elle a son propre fond d'écran. Voilà. Donc, je suis dans le métaverse de Bonnie & Smile. Et en fait, ici, je vais vous montrer des seed pods. Donc, les seed pods, ce sont en fait, c'est un designer anglais qui s'appelle Burlington, et qui a développé ça pour les prisons, d'accord? Donc, c'est du plastique renforcé qui s'assemble en moins de 30 minutes dans les lieux extrêmes. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est des matériaux doux, voire souples, pour ne pas se blesser. Donc, je vous laisse imaginer pourquoi. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant de transposer, évidemment, à nos environnements de travail, parce que là, il s'agit bien de restaurer la possibilité pour des personnes fragilisées ou vulnérables, ou simplement différentes, de pouvoir se réfugier ou avoir un lieu d'expression intime, alors que le site de référence ne le permet pas. Donc là, évidemment, les prisons, c'est extrême. Il n'y a rien qu'un service public, une école. Il y a tellement d'endroits où on ne peut pas être dans l'intimité. Donc évidemment, il n'y a pas que le bureau fermé. Même si, moi, j'ai vu avec la pandémie, heureusement qu'on avait beaucoup de bureaux fermés ici, parce que franchement, c'est ce qui nous a sauvés. C'était un refuge. C'était la partie la plus safe pendant toutes les périodes de pandémie, qui sont d'ailleurs pas terminées. Donc, deuxième exemple. Là, je vais vous montrer une image simplement qui illustre un peu ce qu'on fait chez Bonnie & Smile. Donc, c'est juste pour vous montrer que le credo de la diversité et de l'inclusion au travail. Donc, je le dis souvent, donc l'entre-soi est le contraire de la diversité, chacun est différent et doit trouver sa place, Pascal l'a très bien dit. La diversité cognitive est une chance et non un handicap, mais aussi il y a la tyrannie de la bonne humeur qui est un leurre. Et même quand on ne va pas bien, it's okay not to be okay, on peut le dire et ça va beaucoup mieux en le disant. Bon. Alors, ceci dit, nous, on a développé chez Bonnie assez tôt une formule d'interview pour chaque résident qui arrive. On a nommé, j'ai appelé ça Bonnie and Soul, au sens de l'âme, soul, parce que tout est brandé Bonnie, bon voilà. Et en fait, ça permet en fait d'interviewer en profondeur chaque résident pour connaître non seulement ses talents cachés, on a découvert des magiciens, des chanteurs, des pâtissiers, à chaque fois, mais aussi des atypiques. Et le fait d'avoir pu identifier les atypiques dans un espace de coworking, c'était quand même, je pense que c'est important de pouvoir, D'ailleurs, je pense qu'il y en a déjà une ou deux qui nous écoutent, une d'ailleurs qui est une ancienne résidente qui n'est plus là et qui est vraiment un profil atypique et qui vraiment c'était une vraie reconnaissance pour elle de savoir qu'elle était identifiée. Donc, et puis il y a aussi des petits services au quotidien, en s'apercevant comment les gens consomment dans la journée. Par exemple, la norme, parce que c'est aussi une norme, le vegan, ok, c'est super, on aime tous ça, mais il n'y a pas que le vegan dans la vie. Et quand on veut du junk food, et quand vous avez 4 mecs qui viennent de finir un pitch, des start-upers qui sont à fond affamés à 16 heures, et qui peuvent s'éclater sur un Mars, c'est très bien. Je vous assure que la nourriture, pour moi, la diversité de la nourriture, c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans les espaces de travail. Voilà, et dernier exemple, c'est un exemple lié aux pratiques empathiques et par le jeu. Donc là, en fait, il y a beaucoup de jeux qui sont développés en design thinking, mais même simplement dans les pratiques courantes aujourd'hui.
qui aident à entrer en empathie par la dénonciation d'un stéréotype. Donc, par exemple, ce jeu qui s'appelle Tac à Tac, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, Tac à Tac, c'est un jeu de cartes au départ familial qui, en fait, inclut évidemment une approche des techniques de thérapie comportementale et cognitive, mais tout simplement, elle dénonce des stéréotypes, les cartes, et vous apprenez à avoir la répartie qui correspond. Et une fois que vous commencez à jouer, vous vous entraînez et vous devenez très agile dans la répartie. Donc là, pour avoir des exemples, par exemple, chère Jacqueline, vous êtes l'atout charme de notre société. Bon, ça peut être très agaçant, on apprend à comment répondre à ce stéréotype. Ou alors, tu vas adorer ce livre, il est vraiment très simple à comprendre. Okay. Ou alors, elle a encore ses règles. Ou alors, les bruits circulent concernant la qualité de votre travail, Gaston. Comme elle est susceptible. Alors ça aussi, l'hypersensibilité, la susceptibilité, je pense que si on mettait une note dans les environnements de travail, ce serait la meilleure note. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les pratiques, ça peut être des choses très simples. Il y a aussi aujourd'hui des jeux virtuels. Il y a un jeu aux États-Unis qui s'appelle To Be Honest, qui a été racheté d'ailleurs par Facebook, qui est simplement l'inverse, vous savez, des systèmes de harcèlement. Vous envoyez de façon anonyme des messages bienveillants aux personnes que vous connaissez et c'est redistribué dans la journée. Et il y a même une application en France qui s'appelle Listen Neo qui s'est développée dans les grandes entreprises pour le coup et qui marche très bien pour apprendre. En fait, c'est une dimension aussi d'apprentissage, apprendre aux gens à devenir bienveillants parce que c'est pas donné par avance. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un AVS virtuel dans l'entreprise. Donc, les AVS, j'ai appris ce que c'était. Ça, c'est vraiment un auxiliaire de vie scolaire. Dans mon époque, à moi, ça n'existait pas. Mais voilà, ça existe aujourd'hui. Et donc, on pourrait aussi imaginer qu'on ait des AVS dans le milieu du travail. Question ouverte. Alors, justement, pour compléter là-dessus, est-ce que, Pascal, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur la notion de user-centric ? Oui, tout à fait. Je pense que... j'ai enlevé déjà mon masque, parce que sinon... Je pense que tu l'as clairement dit tout à l'heure, Adeline, c'est comment accueillir bien les personnes en fait, dans l'entreprise. C'est primordial. Et je pense qu'il faut effectivement penser différemment. Donc, penser user-centric, c'est-à-dire penser comme si on était dans un hôtel. De ce fait, les investisseurs deviennent des marques, les utilisateurs deviennent des membres et le lieu de travail devient un lieu de service et d'animation. Et d'ailleurs, chez Dynamic Workplace, nous avons une activité complètement dédiée à cette offre, en fait, qui s'appelle Dynamic Workplace Hospitality. Et on a même une application digitale servicielle où on va pouvoir mettre tous les incidents bâtimentaires, toutes les animations, parce qu'effectivement, on parle vraiment d'animation. Et tu parlais également de l'aspect restauration. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura à disposition? Et c'est toujours cette notion de user-centric, c'est offrir de la diversité, le choix, la liberté. Ça, c'est important. Et alors, au-delà de ces inspirations, des use cases aussi dont on a parlé tout à l'heure, alors d'ailleurs, on nous dit que AVS, maintenant, c'est AESH. Ah, d'accord. Voilà, ça a encore changé. Hein. Accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, merci pour la précision, Cécile. Et on nous pose aussi des questions sur certaines entreprises, notamment spécialistes, je pourrais en dire deux mots, qui sont c'est une société de base suédoise qui maintenant existe dans, si je ne me trompe pas, 13 pays et qui permet à des atypiques, alors là plutôt des neuroatypiques, donc des personnes avec autisme, d'intégrer des missions de développement IT. Donc là, on est sur un sujet assez spécifique par rapport aux environnements de travail, mais en tout cas, oui, il commence à exister des entreprises qui réfléchissent précisément à certains types, mais là, on est plus sur de l'accompagnement que de l'environnement de travail, même si c'est un tout, on est bien d'accord. Donc, il y a en effet de plus en plus d'initiatives par rapport à ça. Donc, comme je disais, au-delà de tous ces exemples concrets qu'on a expliqués et de ce qu'on disait tout à l'heure, tu as parlé, Pascal, d'ouvrir le champ des possibles. Et comment on peut ouvrir ce champ des possibles sans présumer de nouvelles cases? Parce que d'ailleurs, ça a été évoqué dans le chat. L'idée, ce n'est pas forcément de simplifier ou de redonner des cases pour réenfermer. Comment on peut répondre à ce besoin-là, Marie? Alors, du coup, oui, c'est quelque chose qui est très complexe parce que, évidemment, quand on veut répondre à la diversité, on a tendance à diversifier, donc pour pouvoir offrir le choix. Et effectivement, je pense que c'est vraiment
dans cette direction-là, de permettre en fait de choisir dans la journée ses usages, etc. Et ça, aujourd'hui, franchement, il y a plein de choses qui sont développées et c'est super au niveau de l'environnement de travail. Moi, je me dis, pour aller encore plus loin, en fait, aujourd'hui, on s'est centré sur les usages. Et pourquoi pas aussi en fait se réfléchir en fonction des états émotionnels par lesquels on passe dans la journée. Donc, parce que finalement, c'est aussi ça la diversité, c'est de démarrer une journée, on est plutôt motivé, c'est cool, mais on a un coup de barre, on n'est pas bien, on est énervé, on a un manager qui nous a saoulés. Derrière, on est un peu en déprime parce que c'est l'hiver, etc. Et finalement, de voir aussi cette diversité par cet angle-là, plutôt par les états émotionnels par lesquels on passe, je trouvais que c'est un premier axe, en tout cas, à creuser pour les environnements de travail. Et le deuxième axe qui me venait à l'esprit dans cette question, c'était... c'est un truc que je suis en train de tester en plus auprès d'un client, mais c'est de vraiment travailler ces espaces de transition qui sont à proximité des espaces à lourde charge émotionnelle. Quand je parle de lourde charge émotionnelle, c'est par exemple la cafétéria, les grandes salles de réunion. Typiquement, on va avoir des CODIR, des copiles, etc. Mais aussi les salles de téléconseil, quand il y a un plateau de télé... de téléphone ou les salles de gestion de crise. Il y a certains métiers où il y a des salles comme ça. Je trouve que trop souvent, en fait, les transitions sont très abruptes. Finalement, à chaque fois, quand on est dans une salle, on est pressé par les gens qui ont la salle d'après, on a la tête comme ça et pourtant il faut ranger ses affaires, répondre à la dernière question, etc. On prend ses affaires, on sort, on est direct dans l'open space. Enfin, si on a de la chance, on a un petit couloir pour pouvoir souffler 2 minutes. Ouais, on arrive dans l'open space, il y a un collègue qui fait « tu veux souffler, on vient, on va à la cafette ». Non, en fait, je veux juste parler à personne et je veux redescendre. C'est le warm-up cool-down chez Herman Miller. Oui, voilà ce truc de comment on aide aussi par l'espace à ce passage d'état émotionnel, de passer d'un usage et donc d'un état à un autre. Et donc, effectivement, c'est compliqué parce que ces problématiques d'optimisation d'espace, etc., j'en suis consciente, mais de bien travailler ces espaces-là, qui sont des espaces dits vides, entre guillemets, mais qui sont des espaces en suspension et qui, je pense, sont très utiles aussi pour cette inclusion. Inclusion. Eh ben, merci Marie. En effet, c'est pour ça aussi qu'on parle de... Hop, tu remets le masque, j'enlève les mains. C'est une petite chorégraphie. Hein. On ne s'est pas entraîné, mais à force, ça fait 2 ans, on a l'habitude. Donc, tout ça relève d'un nouveau paradigme. On l'a un petit peu déjà évoqué, évidemment. Et la question aussi, c'est pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui à ce nouveau paradigme. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, puis on l'a dit toutes, parce qu'on n'est que des femmes, donc on peut dire toutes depuis tout à l'heure. La diversité, c'est un atout, quel que soit le secteur, quel que soit le lieu de travail. Ça va apporter des esprits créatifs ou des esprits différents autour d'une table, et ça, c'est toujours riche. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été prouvé que la neurodiversité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un atout sur le lieu de travail. Ça va permettre aussi de repenser, parce que là, on parle uniquement de comment on va se positionner sur un lieu de travail. Mais il faut savoir aussi que ça peut permettre de surpasser aussi des concurrents, parce qu'on va s'intéresser à comment fonctionnent les clients en face. Ça, c'est quelque chose qu'on a parfois moins. On se dit pourquoi je devrais redesigner, pour prendre l'exemple qu'on disait tout à l'heure, mon environnement de travail pour les personnes chez moi. J'en ai peut-être pas chez moi. J'avais notamment eu ces échanges-là avec des personnes qui travaillaient dans des boutiques qui me disaient non, j'ai pas de personnes neurodiverses. Bon, oui, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, je lui dis peut-être pas, mais vous avez des clients. Et ça rejoint ce qui a été dit sur le chat aussi, sur la question notamment des heures silencieuses qui ont été reprises chez Carrefour, mais pas que, et qui relèvent aussi d'une loi récente, comme le précisait Cécile dans le chat. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Il ne faut pas non plus oublier que cette neurodiversité, elle peut, pour le moment encore, par souci de compréhension, être vue comme un élément négatif sur certains lieux de travail ou quelque chose qu'il va falloir adresser, qui va générer des coûts, qui va être compliqué à être mis en place. Pour autant, au final, ce qu'on est en train d'expliquer, mais je pense que tout le monde est convaincu là-dessus, c'est qu'il y a des avantages souhaitables et au-delà de souhaitables pour prendre en compte cela
quand on va mettre en place un nouveau lieu ou quand on veut réagencer son lieu. Et tout à l'heure, on a eu la remarque aussi dans le chat, on parle de lieu pour simplifier, mais quand on parle de lieu, on parle de tout ce qui a attrait aussi, c'est-à-dire uniquement aussi comment on va gérer le temps, comment on va gérer tout ce qui se rapporte aussi à l'environnement de travail au sens large. Si on reprend l'exemple que je citais au tout début sur les personnes qui sont en situation de handicap, qu'ils soient visibles ou non, ils peuvent ou elles peuvent demander des ajustements qui soient raisonnables pour leur aider à faire leur travail. Donc ça signifie aussi que les entreprises ont le devoir d'offrir de l'aide à leurs employés. Ça, tout le monde est d'accord. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on ne parle que des personnes qui ont cette reconnaissance de handicap. Et pour le moment, la question qui se pose, c'est ces personnes-là, oui, je peux parce que j'ai des budgets, parce que j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que je dois et jusqu'où je dois ou pas le faire pour tout le monde? Parce que si je commence à mettre le doigt dans l'engrenage, jusqu'où je dois m'adapter aux personnes? Et comme pareil, on avait une remarque, à force de trop vouloir simplifier ou différencier, est-ce qu'on ne risque pas de retomber, comme on le disait avec Marie, dans d'autres cases ou d'avoir quelque chose qui redevienne un nouvel espace ou un nouvel environnement de travail très normé d'une autre façon. Alors, je voulais juste partager avec vous un exemple au Royaume-Uni. Au niveau de la BBC, ils ont pris assez récemment une initiative, alors il y en a plein, mais je voulais vraiment vous citer celui-là, en matière de neurodiversité, BBC Cape, et c'est une initiative qui veut par exemple s'intéresser à mettre les bonnes couleurs, les bons contrastes au niveau aussi des écrans et de toutes les émissions. Les tissus pour le revêtement du sol, la formation du personnel aussi pour l'accueil. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et puis la BBC, l'intérêt, c'est qu'ils reçoivent aussi du monde. Donc c'est pas uniquement pour les employés, mais c'est global. Et le directeur du lieu de travail à la BBC, Alan Benbridge, il a été notamment convaincu parce qu'on lui a fait porter un casque de réalité virtuelle pour reproduire l'expérience de quelqu'un qui était neurodivergente. Et il expliquait, les lumières, ça semblait scintiller, c'était insupportable, les noms des salles de réunion de telle couleur, ça m'agressait, le bruit, etc., etc. Et donc le fait de vivre ça et de le tester, ça a permis aussi de se dire, lui il a dit, bon, j'ai tenu quelques minutes, après j'ai viré le casque, c'était pas possible. Oui, mais lui, il pouvait enlever son casque. Il y a des personnes, ce n'est pas un casque et elles ne peuvent pas l'enlever. Donc c'est bien facile de tester ça et de se dire, ah, c'est insupportable. Oui. Mais justement, c'est bien quelque chose à faire. Donc, on retrouve de plus en plus d'exemples dans les pays anglo-saxons. Je ne vais pas tous les citer, on pourra en parler dans les questions-réponses ou je pourrai en remettre dans le chat. La France, on va dire que ça commence, il y a des balbutiements, mais on est encore bien... Frémissement, merci. Merci, Pascal. Tout à fait. Donc, on voit qu'il y a des choses importantes à ce niveau-là. On a parlé de talent de ces personnes-là, on a parlé de besoin de s'épanouir ou en tout cas de pouvoir être dans de bonnes conditions pour travailler en entreprise. Et donc ça, c'est aussi du rôle de l'entreprise d'être capable d'offrir des espaces, par exemple, où on va permettre de mieux se concentrer, si on a des difficultés à se concentrer ou si la moindre distraction va faire partir ailleurs, réguler les émotions, plus facilement se souvenir des informations, ne pas être en stress si on est perdu, que ce soit sur l'espace ou sur les outils, enfin c'est au global, et donc pouvoir être le plus ou la plus efficace possible, parce qu'au final, on parle bien de ce sujet-là de performance, hein, bien entendu. On parle évidemment de qualité de vie au travail, mais on parle aussi de performance. Donc ça, c'est vraiment des obstacles qui sont encore à lever, hein, pour la plupart, pour aussi garder ces talents-là en entreprise. Et le principe de la conception inclusive, c'est qu'au lieu de choisir ou de changer les gens pour s'adapter à l'environnement, c'est à l'organisation de trouver des personnes qui vont correspondre aux besoins de l'entreprise, mais justement aussi, en simultané, aider ces personnes à avoir une vie au sein de l'entreprise plus satisfaisante et plus performante, notamment potentiellement en adaptant ou en changeant l'environnement pour accueillir toutes les personnes qui offrent chacune et chacun des talents uniques. Donc, au-delà d'une mode, comme parfois on peut l'entendre actuellement, c'est vrai qu'on voit le terme de plus en plus, c'est vraiment un changement profond de paradigme et donc le basculement vers un enjeu stratégique fort. Et je pense que tu voulais nous en dire quelques mots, Pascal. Oui, clairement, tu viens d'en dire un qui effectivement attirer les talents ou au moins garder ces talents. On est tous confrontés, et je crois que tous les cabinets de recrutement sont en pénurie totale de talents. C'est un vrai problème. Donc, l'environnement de travail,
doit faire transparaître la culture de l'entreprise. Alors l'intérêt, effectivement, c'est de retourner au bureau aussi, hein, parce que pourquoi faire pour produire, évidemment, mais aussi pour innover. Et une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui meurt. Ça, c'est une certitude. Donc, il va bien falloir donner envie aux gens de retourner au travail. Et pour ça, il faut que l'entreprise, j'aime bien ce terme, c'est que l'entreprise devienne une entreprise totem. Avec tous les symboles que ça représente, de façon à ce que ces tribus reviennent au travail. Et dans l'étude que l'on a fait sur la charge mentale chez Dynamic Workplace, on a pu observer en tout cas que les travailleurs de demain, eh bien, c'était assez inattendu pour nous, veulent aller au travail 3 à 4 jours par semaine. Donc c'est bien une volonté, hein. Les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui étudiants, ont envie d'aller au travail. Ils n'ont pas envie de rester chez eux et de faire du télétravail. Donc l'idée, c'est d'aller au bureau pour faire des choses que l'on ne fait pas chez soi. C'est faire quoi? De la sociabilisation, bien sûr, des interactions sociales, mais avec d'autres gens aussi, pas forcément que notre entreprise. C'est également travailler en collaboration et, bien sûr, le monde du travail de demain, c'est également avoir des temps pour s'isoler. Voilà, donc c'est pourquoi, en tout cas chez Dynamic Workplace, on essaye d'avoir une approche très servicielle, très hospitality, toujours très centrée vers l'utilisateur. De quoi est-ce qu'il a besoin? Merci, tu parles donc de Dynamic Workplace. C'est vrai que chez Bonnie aussi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui est mis en place? Parce qu'on nous a demandé des exemples concrets, donc c'est l'occasion de... Alors, des exemples mis en place, là, c'est simplement sur la question, par exemple, dans le recrutement, parce qu'il se trouve qu'on a pas mal de boîtes qui font vraiment du recrutement ici. On a remarqué qu'il y avait une espèce de culture d'entreprise par procuration, et ça, c'était vraiment hyper étonnant. Par exemple, les recruteurs... L'entreprise totem dont je te parlais. Oui, ils recrassent ce qu'on fait et ils ont envie d'imiter et de s'approprier les mêmes pratiques. Donc, par exemple, les événements qui s'appellent Bonnie and the Beat, on essaie de faire des événements un peu décadrés, etc. Et il se trouve qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui nous ont demandé de les faire pour eux. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça indique que l'exemplarité, le fait d'emmener les gens par la main, la pédagogie, c'est vraiment essentiel. Et l'animation. L'animation, c'est ça. Voilà. Merci pour ce complément, pardon, sur Bonnie et notamment aussi le fait de vivre l'inclusion. C'est vrai que ça fait écho à donner à vivre, comme on le disait, donner à vivre la neurodiversité et enfin l'inclusion via la neurodiversité et au-delà penser l'inclusion au global. Alors, est-ce que c'est... Comme tu te téléportes vite. Je me téléporte. Tu es pas mal. Alors, est-ce que c'est, par rapport à tout ça, est-ce qu'on peut parler de dénominateur commun? Est-ce que, ça a été cité tout à l'heure, hein, cette notion de simplification, de faire par rapport aux extrêmes aussi, ou de dénominateur commun? Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit sur tout ça? Est-ce que, Marie, peut-être tu peux... on a évoqué l'entreprise totem. Je trouve que c'est très difficile de designer pour le global. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut se recentrer sur ce qui nous rassemble. Dans une entreprise, c'est un ami qui me l'a rappelé l'année dernière, mais l'entreprise, c'est avant tout entreprendre ensemble quelque chose. Et c'est peut-être ça aussi le dénominateur commun dans une entreprise. Finalement, on fait partie de cette entreprise, on contribue à sa mission tous ensemble, à nos niveaux, avec notre engagement pour atteindre ces objectifs-là. Et je pense que l'environnement de travail, avant tout, il doit être le sponsor de cette dynamique collective. On est quand même des animaux qui sont en capacité de d'œuvrer ensemble pour construire des choses. Donc, c'est très utopique quand je le dis comme ça, mais il faut que l'environnement de travail, avant tout, ce soit au service de ça, au service de cette activité. Et je pense que c'est un peu ça le dénominateur commun. Après, il faut donner tous les outils que tout le monde puisse utiliser, évidemment, pour pouvoir encore mieux le faire ensemble. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça le dénominateur commun. Et
Voilà, cette volonté de servir la raison d'être de l'entreprise. Merci. Toujours le petit jeu. Donc, merci par rapport à tout ça. Justement, je voulais aussi donner quelques exemples pour aller au-delà de ces différences au sein de cette neurodiversité, rentrer un peu dans le détail de ce que cela pourrait donner. Parce qu'on l'a dit, hein, puis on l'a redit, mais les défis les plus courants sur le lieu de travail, ils vont être centrés sur la question de la sensibilité. On sait qu'on peut avoir une tendance, quand on est issu de la neurodiversité, à être sur- ou sous-stimulé, en tout cas par rapport à la norme. Quand je dis norme, j'entends pas normal, hein, j'entends la norme en termes statistiques. Et donc, les facteurs tels que l'éclairage, le son, la texture, les odeurs, la température, la qualité de l'air, le sentiment général aussi de sécurité, voilà, des choses qu'on va retrouver sur le lieu, mais pas que. Donc, toute approche globale est vraiment importante et doit inclure cette notion de neurodiversité pour tenir en compte ces aspects expérientiels finalement, que ce soit du lieu, de l'espace ou du temps et autres. On a souvent des points bloquants spécifiques sur cette question de la neurodiversité. Donc on l'a dit, hein, des environnements de travail qui sont peu ou pas adaptés aux différences, quelles qu'elles soient, hein. Des ajustements qui sont parfois aussi imposés, pensons bien faire. On peut avoir toute la bienveillance du monde en face, mais ça ne va peut-être pas correspondre finalement à mes besoins. Et on dit souvent, notamment, c'est pas parce qu'on connaît une personne neurodiverse ou la phrase, c'est parce que quand je connais une personne avec autisme, je connais une personne avec autisme. Il ne faut pas en tirer des généralités non plus. C'est là la question aussi des cases pour dire, si j'ai fait ça pour tel profil, entre guillemets, je vais répliquer ça pour tout le monde. Parce que non, on parle quand même d'individualité au-delà des différences. C'est pour ne pas rentrer dans d'autres stéréotypes. Et encore une fois, la différence aussi, et c'est ce qu'on expliquait, c'est que l'impression que tout le monde peut s'y faire. Par exemple, l'open space, on dit oui, c'est compliqué pour tout le monde, c'est pas grave. Sauf que là, il ne s'agit pas de s'adapter, il s'agit d'un besoin, comme on l'a vu avec le casque qu'on peut ou pas enlever, hein, on ne peut pas toujours enlever son casque au sens propre et figuré, mais vraiment cette notion-là, en fait, c'est un besoin. Et alors, on peut par exemple dans les actions discuter des besoins d'aménagement, si on parle du lieu, séparer, on l'a vu, les espaces selon l'utilisation, être flexible aussi sur les horaires ou lieu de travail, adapter évidemment, et ou avoir, on en a un peu parlé, le principe d'office manager ou de quelqu'un qui va avoir aussi tout ça en tête pour gérer au mieux. En tout cas, l'idée c'est de créer des environnements inclusifs où les salariés ne vont pas sentir la nécessité de se suradapter. Parce que c'est finalement ça aussi la question au travers de tout ça, c'est la suradaptation, et la suradaptation qui coûte énormément en énergie. Et donc, c'est pour ça que plus ça coûte en énergie, moins on va être efficace sur le reste des activités. Donc ça, c'est important aussi, et se dire que ça va aider tout le monde. C'est le principe, on l'a cité au tout début, c'était dans le chat aussi, du plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que ce que vous faites pour vous adapter aux cas les plus complexes, on va dire comme ça, extrêmes, voilà, ça a été mis comme ça aussi dans le chat, ça va bénéficier à tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est une des façons les plus efficaces aussi de concevoir la diversité que d'offrir des choix. Et dans les exemples que vous avez cités aussi, c'est ça qu'on a pu voir, parce que le choix va permettre aux personnes, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la personne, de gérer plus efficacement leurs propres besoins avec autonomie et aussi avec dignité. C'est important de le dire parce que parfois ça peut coûter aussi d'aller demander et donc on va préférer se suradapter parce qu'on ne va pas oser. Bref, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc il faut pouvoir offrir un éventail de préférences pour favoriser l'égalité et l'intégration. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce ne sont pas forcément des coûts plus élevés dans les exemples que vous citiez. C'est des choses qu'il faut avoir en tête, mais ce n'est pas pour ça que ça va démultiplier. C'est juste, il faut y avoir pensé avant. Quoi. Enfin, exactement, exactement. Juste prendre cette réflexion à un moment donné, pourquoi faire et... Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir à la base pour proposer tout ça. Et ça, c'est vraiment, et je pense que c'est là-dessus aussi que c'est important de parler d'une culture. Parce que c'est une culture d'entreprise, c'est un changement de paradigme, mais c'est aussi un changement de culture, de se recentrer vers l'humain et la performance. On l'a bien vu, hein, les deux sont liés, mais la question de l'humain et donc une culture organisationnelle d'inclusion et de respect. Et c'est ça qui est finalement le plus essentiel au succès d'un lieu de travail, on va dire biodiversifié. Tu vas nous en dire deux mots pour expliquer qu'est-ce qu'on entend par là. Et il y a cette notion de design, d'accessibilité
Et le design inclusif, ça ne va pas parler à tout le monde, surtout les entreprises qui se mettent sur ces sujets-là. Pour autant, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des chevauchements, on parle aussi d'intersectionnalité, c'est vrai aussi pour ces sujets-là. Et il faut pouvoir aider les personnes qui en ont le plus besoin, et ça va profiter à l'ensemble du personnel. Et donc, si on va plus loin, ce principe de plus petit dénominateur commun, c'est finalement ce qui nous relie tous, et c'est cette notion de biodiversité que tu voulais évoquer, Pascal. Oui, je voulais parler, c'est vrai que quand on a décidé de faire ce sujet sur la neurodiversité et environnement de travail, comment trouver sa place, en allant voir la définition de neurodiversité, je me suis aperçue qu'il y avait cette notion aussi qui était liée à la biodiversité. Et moi, cette notion de biodiversité, ça m'a fait le dénominateur commun à toute cette diversité, justement, c'est qu'on est déjà tous sur la même planète. On a un dénominateur commun. A priori, oui. Ben ouais, mais c'est important. Peut-être qu'il y a des extraterrestres, mais on ne le sait pas. On ne les a pas encore identifiés. En tout cas, on est tous sur la même planète et ça serait peut-être bien déjà, de la respecter. On parlait de respecter effectivement chacune des personnes, mais respecter aussi notre planète, ça peut être aussi le dénominateur commun. Tout à l'heure, Marie, tu parlais d'essayer de trouver un lien en fait à travers ces entreprises. Comment trouver ce lien? Comment trouver cette entreprise totem? Effectivement, la planète, c'en est un bon cas. Et surtout, cette planète, elle a des vertus qui peuvent être très apaisantes pour toutes les neurodiversités que nous avons. Effectivement, par exemple, la biophilie, Terrapin a vu qu'il y avait 14 modèles de biophilie. Alors souvent, on va mettre des plantes vertes en disant « ouais, j'ai fait de la biophilie », mais ça, c'est pas de la biophilie. La biophilie, c'est effectivement, est-ce qu'on entend un bruit de ruisseau, est-ce qu'on a vu sur l'extérieur. Tout ça va aider effectivement à l'épanouissement de chacun, parce qu'on va prendre, à nouveau, on reparle des 5 sens, hein. Chaque lieu doit être pensé aux 5 sens. Tout à l'heure, Adeline a parlé effectivement de l'alimentation qui va avoir de plus en plus de liens. Mais quand vous faites une salle de réunion, si vous faites une salle de réunion, d'abord nommez-les vos salles de réunion. Dites pas la salle de A, nommez-les, rendez-la poétique. C'est quand même mieux si je dis je vais à la salle mer ou à la salle océan ou à la salle J'ai des vacances. Ouais. Ça le nom, ça incite aussi, mais également derrière, il faut offrir la diversité. Et derrière, qu'est-ce que vous allez avoir à disposition et quels sont les 5 sens qui vont être développés? Si vous faites une salle sur la montagne, est-ce que j'ai la petite odeur de pin? Est-ce que j'ai les couleurs qui vont aller jusqu'au bout de votre idée en fait? Donc voilà, n'oubliez pas donc effectivement le goût et l'odeur. Pardon, excuse-moi, tu voulais dire? Non, ça m'inspire juste un exemple, c'est que le fait de nommer les salles, c'est vraiment un sujet. Et que, en fait, ici, par exemple, les salles ont été renommées par leur usage, par les gens. Ici, cette salle ici s'appelle le bureau des légendes, en vrai. Parce que les gens, un jour, il y a un mec qui a dit mais c'est le bureau des légendes. J'ai dit oui, surtout la nuit. Et en fait, voilà. Et donc, du coup, on a plusieurs noms pour les salles parce que tu peux pas, c'est l'usage qui va créer. Oui. Et quand on nomme trop. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, il y a une architecte comme ça qui avait créé des campus et qui, elle, partait du principe moi, je fais pas des chemins. C'est les usagers, en fait, qui vont faire les chemins. Et au bout de 6 mois, je dalle en fonction des usagers. Donc, effectivement, nommer. Tu as raison, c'est peut-être nommer à un moment donné, mais faire évoluer les choses aussi. C'est l'usage qui va faire évoluer. En tout cas, je voulais juste dire une dernière chose, c'était sur la biophilie et dire les vertus aussi qu'a la biophilie. Parce que le dénominateur commun, ça peut être aussi la biophilie, puisqu'on a pu remarquer qu'on apprenait 25% mieux. Non, on se régénère 25% plus vite et on apprend 30% mieux quand on est en présence de biophilie. Alors voilà, donc c'est tous les champs des possibles, c'est cette diversité. Et ben merci, on arrive à la fin, voilà, petite minute de retard, on en aura peut-être 2 le temps que je conclue, et après on prendra des questions et des remarques pour les personnes qui veulent et qui souhaitent rester. Donc par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce matin, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est qu'on est tous et toutes neurodivers et neurodiverses. Les mesures adaptatives potentielles qui sont souvent nécessaires pour pouvoir être bien sur son lieu de travail ou dans son environnement de travail, encore une fois, au global, si elles sont généralisées, elles peuvent avoir des avantages sur l'ensemble de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, que ce soit l'horaire flexible, le lieu, enfin bref, tout ce qu'on a pu citer, et adapter les pratiques RH en fonction de l'inclusion
et de la diversité en général et de la neurodiversité en particulier. Ça pourrait aussi permettre à des travailleurs et travailleuses compétentes d'accéder au marché de l'emploi, parce que ça, il faut le dire aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas, ou voilà, c'est compliqué parce que, pour toutes les raisons qu'on a pu citer, et donc ça, si on s'adapte de façon généralisée, et notamment au niveau de ces pratiques RH, ça permet aussi d'avancer sur ce sujet-là. Ça a aussi 3 avantages, je vais terminer là-dessus sur le fait de s'adapter au niveau RH, ça préserve la vie des travailleurs qui sont différents et qui ne souhaitent pas révéler leurs différences. Parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas forcément envie de dire j'ai ceci, j'ai cela, ou j'ai besoin de ceci, ou j'ai besoin de cela. On ne devrait pas avoir à demander, ou en tout cas que ce soit un stress de demander. Donc ça préserve la vie privée de ces personnes-là. Ça facilite le fonctionnement en milieu professionnel, aussi des personnes qui ne sont pas au courant de leurs différences, parce qu'il y en a, hein, quand je vous ai dit au tout début, il y a 20% de personnes qui sont issues de la diversité cognitive, et il y en a énormément qui ne sont pas au courant. Je vous laisse y réfléchir. Et puis, dernière et troisième chose, ça va permettre de limiter les possibilités de porter des jugements négatifs grâce à l'invisibilité des différences. Si quelqu'un a une difficulté, elle va être d'autant plus marquée si on n'a rien fait pour pouvoir inclure et aider. Si on a fait pour adapter, dans ce cas-là, on ne verra plus cette difficulté-là et il y aura une meilleure inclusion de toutes ces différences. Donc, ça appelle forcément un changement de culture, comme on vous l'a dit. Donc, passer d'une culture de performance à une culture davantage centrée sur l'humain et placer l'humain au cœur de nos préoccupations. On est d'accord, hein, ce n'est pas nouveau comme recommandation, mais pour autant, la différence sur les personnes qui sont issues de la neurodiversité, leurs besoins, ils sont impératifs, encore une fois, et ils ne sont pas accessoires. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut retenir. L'idée, ce n'est pas de stigmatiser les personnes et les mettre dans des cases, on aura bien compris, mais de comprendre les fonctionnements, les reconnaître et les considérer pour mieux les inclure. Donc ça passe par une évolution, voire un changement de culture d'entreprise. Un accompagnement. Un accompagnement aussi. Managérial aussi. Voilà, exactement. Et donc les entreprises, ainsi, elles vont pouvoir prétendre, si on fait tout ça, à plus de diversité au sein de l'organisation, en accord aussi avec les valeurs, on a parlé des valeurs, et permettre aux employés de s'épanouir et de progresser individuellement et collectivement. Et voilà, je voulais terminer là-dessus. Et je vois qu'on a eu plein de remarques, des questions. Alors, on a débordé de quelques minutes, on avait commencé quelques minutes. Alors, s'il y a des personnes qui veulent ouvrir les micros pour le coup, n'hésitez pas pour réagir directement, pour poser des questions. Je regarde en même temps dans le chat. Et des personnes il y a des personnes qui doivent nous quitter aussi. Et bonne continuation, bonne journée et bonne réunion si vous enchaînez. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été présent et de nous avoir écoutés. Merci. Merci si ça vous a été utile et de bonnes perspectives. Je regarde le chat en même temps. Il existe aussi des moments de silence dans certains centres commerciaux. Oui, ça a été cité plusieurs fois. En effet, c'est important, tout comme la musique est aussi vecteur de bien-être. Alors après, voilà, est-ce qu'on peut s'entendre aussi? Moi, je sais que chez Herman Miller, ils avaient fait des tests en fait par rapport à l'ocytocine et par rapport à la notion de bien-être. Et en fait, sur différents espaces, ils avaient fait faire des situations de stress. Ils devaient monter, je ne sais pas quoi, un objet qui était très compliqué en groupe et dans différents espaces, et ils avaient pris des prises de sang, etc., pour voir le niveau de cytocine, etc. Et en fait, ils se sont aperçus, paradoxalement, que c'était l'endroit qui était un petit peu ouvert, où il y avait des gens qui passaient, où donc il y avait un bruit. Ils parlaient du buzz, tu vois, en anglais c'est le buzz, c'est le bruit, quoi. Ouais. Et ce léger buzz avait tendance à avoir des meilleurs résultats au niveau du stress, parce qu'en fait les gens sont là à proximité. On n'est pas seul face à sa problématique. Ça peut être rassurant. Donc c'est pareil, ça dépend aussi quel niveau, avec quel type de comme Mathieu qui nous dit j'écoute souvent de la musique pour me détendre quand je travaille. En effet, écoute, ça dépend aussi ça dépend type de musique. Voilà, tout le monde n'écoutera pas la même musique aussi. C'est ça. Et ça dépend aussi de ce qu'on a à faire. Ça dépend aussi du moment de la journée, de ce qu'on a à faire comme tâche, etc. Ok. Écoutez, je ne sais pas si jamais il y a une autre question ou remarque. Je voulais dire un petit truc en conclusion que je n'ai pas eu le temps de dire, c'était qu'en fait, il faut vraiment continuer à s'inspirer de hors workplace, et qu'il faut vraiment, pour moi, c'est très important d'observer ce qui se passe
Puisque c'est vraiment, on peut aborder la neurodiversité au niveau systémique, c'est pas vraiment dans le bureau qu'on va trouver la solution, mais à l'extérieur par analogie, et que comme on passe vraiment d'une économie de masse à une économie de la singularité, de la personnalisation, il faut ouvrir les yeux effectivement au supermarché, dans la rue, à l'étranger. Parce que finalement, on travaille partout, et donc c'est nous qui sommes les vecteurs de cette transformation plus que l'espace. Donc c'est ça qui est important, je crois, à dire. C'est nous qui sommes tout à fait porteurs de. Vaut mieux être un simple acteur ou actrice du changement de la vie. C'est ça. Et ben merci à vous, mesdames. Merci. Et merci aux personnes qui se sont connectées ce matin. Merci pour vos partages. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de partages, de questions, de retours. On était nombreux, hein. Oui. Et donc, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben merci pour vos merci aussi. On va se. Et on vous dit. Alors, peut-on garder ces partages? Daniel, les partages du chat. Ah oui, est-ce que c'est normalement, je pense. Oui, on va les récupérer. C'est enregistré et on pourra vous redonner les liens qui ont été donnés, les quelques éléments. Pas de souci. On se notera de faire ça. Là, il y a quelqu'un qui se tue quand on lui met une flûte de pan pour se détendre. Oui, c'est sûr. Et merci encore, Barbara. Voilà, je vois une dernière. Oui, la flûte de pan. On en parlera peut-être une autre fois, la flûte de pan, je ne sais pas. Eh bien, merci tout le monde et à bientôt peut-être pour un autre webinaire sur un autre sujet. On a la suite, la journée de la diversité culturelle et environnement de travail et le 17 février. Ah, le côté Bonnie alors, c'est ça? Oui. D'accord. Un débat qui ne sera pas dans cette salle et qui sera, on l'espère, hybride et un peu présentiel. Avec des gens. Avec des vrais gens. Voilà. Avec des vrais gens. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, merci tout le monde et bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.